La principale idée fausse qui m'irrite, puisqu'il y a beaucoup d'idées reçues sur le cyber, c'est l'existence d'une cyberguerre et d'un cyberterrorisme. Ce sont des termes qu'on retrouve très souvent et qui ne rendent pas compte de la réalité de la conflictualité dans le cyberespace. Il ne faut pas s'imaginer que le cyberespace est un espace justement dépourvu de conflictualité, que c'est un espace extrêmement pacifique, régi finalement uniquement par des règles économiques, où le bon commerce, le doux commerce adoucirait tous les rapports. Néanmoins, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse, qui est de considérer que nous sommes à la veille d'un cyber-Armageddon, une théorie qui a été très popularisée au début des années 90. En réalité, il faut considérer que le cyberespace est, pas par lui-même un espace de conflictualité, mais un espace qui permet la conflictualité. C'est-à-dire que c'est un espace dans lequel les États et même les armées vont pouvoir réagir. Il n'y a pas de cyberguerre dans le sens où, réfléchir à ce concept de cyberguerre voudrait dire une guerre menée de bout en bout dans le cyberespace. Nous n'en sommes absolument pas là, et finalement le cyberespace ne permet pas réellement ce genre de choses. Néanmoins, il faut bien prendre en compte l'évolution et la montée de l'utilisation du cyberespace dans les conflits militaires conventionnels, et aussi l'utilisation croissante du cyberespace de la part des États pour amener à une espèce de forme de conflictualité qu'on pourrait dire soft. Dans le terrorisme, c'est la même chose. Imaginer du cyberterrorisme voudrait dire imaginer une action terroriste se déroulant de bout en bout dans le cyberespace. Nous n'en sommes pas là non plus. Néanmoins, il faut aussi considérer que le terrorisme existe au travers du cyberespace selon deux modes principaux. Le premier mode, c'est le recrutement, et le deuxième mode, c'est la propagande. Je préférerais cyberconflictualité tout à fait, puisque cela rend plus compte de la réalité qui se passe dans le cyberespace, c'est-à-dire véritablement d'une forme de confrontation possible entre des acteurs de nature différente, mais sans franchir le seuil juridique de ce qu'on pourrait appeler la guerre. Alors, ce qui est vrai, c'est que le cyberespace est un espace de nature protéiforme. C'est un espace qui en fait a une double nature. Il est à la fois un espace technique et à la fois un espace humain. Et finalement, c'est ce qui est très souvent oublié. On a tendance à se focaliser ou sur une partie ou sur l'autre. En réalité, c'est la rencontre des deux. C'est la rencontre d'une architecture complexe qui est faite de câbles, de serveurs, de routeurs, d'ordinateurs, de logiciels et de protocoles qui font interagir les machines ensemble, mais aussi de l'humain qui est à l'intérieur. On a l'habitude de dire que la principale vulnérabilité d'un système d'information se situe entre la chaise et l'écran, ce qui est la stricte vérité. Néanmoins, en appréhendant le cyberespace, ou uniquement de manière technique, ou uniquement de manière humaine, on n'arrive pas à rendre compte de cette spécificité et de cette complexité. Ce qui ne veut pas dire qu'un certain nombre d'acteurs ne tentent pas de mettre l'accent sur l'une ou l'autre de ces problématiques. Quand on regarde l'espace euro-atlantique, les doctrines militaires américaines, françaises, etc., on va plutôt avoir une focalisation technique. Si on va regarder plutôt du côté de la Russie ou de la Chine, on va avoir une focalisation plus informationnelle. Mais c'est véritablement la confluence de ces deux éléments qui va permettre en fait de comprendre et de faire agir l'ensemble des rouages du cyberespace. C'est un espace clausewitzien dans lequel les perceptions jouent leur rôle à plein. Tout dépend où est-ce qu'on met la barre des fondateurs. Parce que si on regarde qui sont les fondateurs réels du cyberespace, c'est l'État américain, c'est l'armée américaine. De base, le cyberespace a une vocation finalement militaire. C'est vrai qu'on a tendance à beaucoup voir son origine universitaire, Tim Berners-Lee, les premiers grands protocoles, les communications entre les grandes universités américaines, mais l'origine de l'origine est militaire. Et si on réfléchit finalement à, y compris avant même le cyberespace, quelle pouvait être l'acception qui en était faite d'un média global, à ce moment-là on reprend les théories de Marshall McLuhan sur ce qu'est le village planétaire, on se rend compte que McLuhan, alors qui parlait lui de la télévision quand il parlait du village planétaire, mais sa définition rend très bien compte de ce qu'est le cyberespace, le terme qui était le plus associé justement à son village planétaire, c'était le terme de terreur, c'était le terme de conflit. Il y avait véritablement, déjà dans les années 60-70, dans l'idée de penseurs, alors plus des médias que de penseurs des conflits, une idée véritablement que relier tout le monde sur la planète par de l'information non vérifiée ou peu vérifiée, amenait forcément à un moment ou à un autre à des disruptions et à des possibilités d'affrontement. Le principal sujet à suivre selon moi, c'est l'évolution de la position de l'Union européenne sur la question du cyberespace. L'Union européenne a pendant très longtemps été un acteur relativement peu présent dans les questions cyber. Néanmoins, on se rend compte que depuis 2015-2016,
la communauté européenne se saisit véritablement de la question du cyberespace en tant qu'espace stratégique, mais aussi en tant qu'espace économique, en tant qu'espace de régulation de l'information, et tente à structurer une véritable approche communautaire de la question. La problématique étant qu'on est arrivé à un point, aujourd'hui, où il n'est plus possible, de la part de l'Union européenne, de tenter, on va dire, de promouvoir la bonne volonté des États européens. On est véritablement sur un décrochage de compétences entre les États les plus au courant, les plus compétents, principalement la France et l'Allemagne, sur les questions de cybersécurité et de cyberdéfense, et toute une cohorte d'États qui n'ont ni les moyens, ni forcément la volonté d'investir là-dedans. Donc que se passe-t-il aujourd'hui au niveau de Bruxelles? L'Union européenne tente à promouvoir une harmonisation finalement par le haut, par transformation de l'Agence européenne de la sécurité des réseaux, l'ENISA, en une véritable agence de cybersécurité européenne. Si on ajoute à ça l'entrée en vigueur cette année du règlement général sur la protection des données, on se rend bien compte que l'Union, en tant qu'organisme supranational, tente à véritablement se saisir de la question du cyber et à imposer par le haut sa volonté aux États, qui pour certains, principalement la France et l'Allemagne évidemment, vont opposer une résistance, et donc une fois de plus sur les questions européennes, on va avoir dans le cyberespace un véritable décrochage, un véritable affrontement qui se profile entre les États, la Commission et un certain nombre d'acteurs privés qui ne veulent pas forcément que ces compétences soient transférées au niveau supérieur. C'est très probable. C'est très probable. On se rend compte finalement dès maintenant, dès aujourd'hui, ce jour présent, que l'Union européenne, la Commission en particulier, veut renforcer la fiscalité appliquée aux grandes entreprises de la donnée, à ce qu'on appelle les GAFA, donc les Google, Apple, Facebook, Amazon, pour que ces derniers n'échappent pas fiscalement aux règles de l'Union européenne. Ils ont tendance à choisir des territoires qui leur sont le plus avantageux, principalement l'Irlande, si on prend le cas de la communauté européenne, et toute la politique de l'Union maintenant vise justement, dans cette optique d'harmoniser une politique globale au niveau de tous les États membres, à renforcer la cohésion fiscale, à renforcer la capacité de l'Union en tant qu'organisme à faire payer et à imposer sa volonté à ces fameux GAFA. Tout va dépendre de la volonté des États membres. Ce que veut la Commission, c'est une chose, ce que les États membres sont prêts à accepter, et notamment les États qui se sont pensés eux-mêmes comme des territoires d'accueil privilégiés, on pensait à l'Irlande, mais il y a Malte, il peut y avoir Chypre, il peut y avoir en fait toute une kyrielle d'États membres de l'Union européenne qui, justement, ont mis en place des politiques fiscales, des réglementations pour accueillir sur leur territoire, pour attirer ces investissements et en faire bénéficier leur population, ceux-là vont bien évidemment se retourner contre l'Union. Donc une fois de plus, ça va être une bataille entre la Commission et certains États.